Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ici installée sur le canapé de Voyage au bout de la nuit et nous sommes toujours en 1796 en compagnie de Diderot et de son Jacques, le fataliste et son maître. Une aventure, on va dire une aventure, c'est une aventure. Il rencontre pas mal de monde sur la route. Il se confie des secrets, se raconte des histoires d'amour, des histoires d'aventure, tout simplement. Voilà, j'espère que vous allez bien. Et bien sûr, vous pouvez nous envoyer des petits mots, vos récits, vos histoires à D8, à l'adresse postale de D8, 1 rue Les Enfants du Paradis à Boulogne-Billancourt, ou alors sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Voilà, je m'étais arrêtée à la page 148 pour ceux qui suivent et qui veulent lire en même temps que moi. Et nous reprenons. Tu feras bien. Voilà donc ma pauvre Marguerite, qui est si sage et si jolie, qui s'en ira en condition à Paris. En condition à Paris. Tu en veux donc faire une malheureuse? Ce n'est pas moi qui le veux, c'est l'homme dur à qui je parle. Moi, un homme dur, je ne le suis point, je ne le fus jamais, et tu le sais bien. Je ne suis plus en état de nourrir ma fille ni mon garçon. Ma fille servira, mon garçon s'engagera. Et c'est moi qui en serai la cause, cela ne sera pas. Tu es un cruel homme. Tant que je vivrai, tu seras mon supplice. Ça, voyons ce qu'il te faut. Il ne me faut rien. Je suis désolée de vous devoir et je ne vous devrai de ma vie. Vous faites plus de mal par vos injures que de bien par vos services. Si j'avais de l'argent, je vous le jetterais au visage. Mais je n'en ai point. Ma fille deviendra tout ce qu'il plaira à Dieu. Mon garçon se fera tuer s'il le faut. Moi, je m'en dirai. Mais ce ne sera pas à votre porte. Plus d'obligation à un vilain homme comme vous. Empochez bien l'argent de mes bœufs, de mes chevaux et de mes ustensiles. Grand bien vous fasse. Vous êtes nés pour faire des ingrats, et je ne veux pas l'être. Adieu. Ma femme, il s'en va. Arrête-le donc. Allons, compère. Avisons au moyen de vous secourir. Je ne veux point de ces secours. Ils sont trop chers. L'hôte répétait tout bas à sa femme. Ne le laisse pas aller, arrête-le donc. Sa fille à Paris, son garçon à l'armée, lui à la porte de la paroisse, je ne saurais souffrir cela. Cependant, sa femme faisait des efforts inutiles. Le paysan, qui avait de l'âme, ne voulait rien accepter et se faisait tenir à 4. L'hôte, les larmes aux yeux, s'adressait à Jacques et à son maître et leur disait « Messieurs, tâchez de le fléchir. » Jacques et son maître se mêlèrent de la partie. Tous à la fois conjuraient le paysan. Si j'avais vu, si j'ai jamais vu. Si vous avez jamais vu, mais vous n'y étiez pas? Dites si l'on n'a jamais vu, eh bien soit. Si l'on n'a jamais vu un homme confondu d'un refus, transporté qu'on voulut bien accepter son argent, c'était cet hôte. Il embrassait sa femme, il embrassait son compère, il embrassait Jacques et son maître. Il criait qu'on aille bien vite chasser de chez lui ces exécrables huissiers. Convenez aussi. Je conviens que je gâte tout. Mais, compère, que veux-tu? Comme je suis, me voilà. Nature m'a fait l'homme le plus dur et le plus tendre. Je ne sais ni accorder ni refuser. Ne pourriez-vous pas être autrement? Je suis à l'âge où l'on ne se corrige guère. Mais si les premiers qui se sont adressés à moi m'avaient rabroué comme tu as fait, peut-être en serais-je devenu meilleur. Compère, je te remercie de ta leçon. Peut-être en profiterai-je. Ma femme, ma vie, descends. Et donne-lui ce qu'il faut. Que diable! Marche donc, mordieu. Marche donc. Tu vas. Ma femme, je te prie de te presser un peu et de ne le pas faire attendre.
Tu reviendras ensuite retrouver ces messieurs avec lesquels il me semble que tu te trouves bien. » La femme et le compère descendirent. L'hôte resta encore un moment, et lorsqu'il s'en fut allé, Jacques dit à son maître : « Voilà un singulier homme. Le ciel qui avait envoyé ce mauvais temps qui nous retient ici, parce qu'il voulait que vous entendissiez mes amours, que veut-il à présent ?» Le maître, en s'étendant dans son fauteuil, bâillant, frappant sur sa tabatière, répondit : « Jacques, nous avons plus d'1 jour à vivre ensemble, à moins que... C'est-à-dire que, pour aujourd'hui, le ciel veut que je me taise ou que ce soit l'hôtesse qui parle. C'est une bavarde qui ne demande pas mieux. Qu'elle parle donc. Tu prends de l'humeur. C'est que j'aime à parler aussi. Ton tour viendra. Ou ne viendra pas. Je vous entends, lecteur. Voilà, dites-vous, le vrai dénouement du bourru bienfaisant. Je le pense. J'aurais introduit dans cette pièce, si j'en avais été l'auteur, un personnage qu'on aurait pris pour épisodique et qui ne l'aurait point été. Ce personnage se serait montré quelquefois et sa présence aurait été motivée. La première fois qu'il serait venu demander grâce, mais la crainte d'un mauvais accueil l'aurait fait sortir avant l'arrivée de Géronte. Pressé par l'interruption des huissiers dans sa maison, il aurait eu la seconde fois le courage d'attendre Géronte, mais celui-ci aurait refusé de le voir. Enfin, je l'aurais amené au dénouement où il aurait fait exactement le rôle du paysan avec l'aubergiste. Il aurait eu, comme le paysan, une fille qu'il allait placer chez une marchande de mode, un fils qu'il allait retirer des écoles pour entrer en condition. Lui, il se serait déterminé à mendier jusqu'à ce qu'il fût ennuyé de vivre. On aurait vu le bourru bienfaisant au pied de cet homme. On aurait entendu le bourru bienfaisant gourmander comme il le méritait. Il aurait été efforcé de s'adresser à toute la famille qu'il aurait environné pour fléchir de son débiteur et le contraindre à accepter de nouveaux secours. Le bourru bienfaisant aurait été puni et il n'aurait promis de se corriger. Mais dans le moment même, il serait revenu à son caractère et s'impatientant contre des personnages en scène qui se seraient fait des politesses pour entrer dans la maison. Ils auraient dit brusquement que le diable emporte les cérèmes, mais il serait arrêté en cours, au milieu du mot, et d'un ton radouci, il aurait dit à sa nièce : « Allons, mes nièces, donnez-moi la main et passons. » Et pour que ce personnage eût été lié au fond, vous en auriez fait un protégé du neveu de Géronte ? Fort bien. Et ça aurait été à la prière du neveu que l'oncle aurait prêté son argent ? À merveille. Et ce prêt aurait été un griffe de l'oncle contre son neveu ? C'est cela même. Et le dénouement de cette pièce agréable n'aurait pas été une répétition générale, avec toute la famille encore, de ce qu'il a fait auparavant, avec chacun d'eux en particulier ? Vous avez raison. Et si je rencontre jamais Monsieur Goldoni, je lui réciterai la scène de l'auberge, et vous ferez bien. Il est plus habile homme qu'il ne faut pour en tirer bon parti. L'hôtesse remonta, toujours Nicole entre ses bras, et dit : « J'espère que vous aurez un bon dîner. Le braconnet vient d'arriver. Le garde du Seigneur ne tardera pas. » Et tout en parlant ainsi, elle prenait une chaise, la voilà assise, et son récit qui commence. Il faut se méfier des valets. Les maîtres n'ont point de pire ennemi. Madame, vous ne savez pas ce que vous dites. Il y en a de bons, il y en a de mauvais, et l'on compterait peut-être plus de bons valets que de bons maîtres. Jacques, vous ne vous observez pas.
et vous commettez précisément la même indiscrétion qui vous a choqué. C'est que les maîtres, c'est que les valets. Eh bien, lecteur, à quoi tient-il que je n'élève une violente querelle entre ces trois personnages? Que l'hôtesse ne soit prise par l'épaule et jetée hors de la chambre par Jacques? Que Jacques ne soit pris par l'épaule et chassé par son maître? Que l'un ne s'en aille d'un côté, l'autre d'un autre? Et que vous n'entendiez ni l'histoire de l'hôtesse, ni la suite des amours de Jacques? Rassurez-vous, je n'en ferai rien. L'hôtesse reprit donc. Il faut convenir que s'il y a de bien méchants hommes, il y a de bien méchantes femmes, et qu'il ne faut pas aller loin pour les trouver. De quoi vous mêlez-vous? Je suis femme. Il me convient de dire des femmes tout ce qu'il me plaira. Je n'ai que faire de vos approbations. Mon approbation en vaut bien une autre. Vous avez là, monsieur, un valet qui fait l'entendu et qui vous manque. J'ai des valets aussi, mais je voudrais bien qu'ils s'avissassent. Jacques, taisez-vous et laissez parler madame. L'hôtesse, encouragée par ce propos de maître, se lève. Entreprend Jacques, porte ses deux poings sur ses deux côtés, oublie qu'elle tient Nicole, la lâche, et voilà Nicole sur le carreau, froissée et se débattant dans son maillot, aboyant à tue-tête. L'hôtesse mêlant ses cris aux aboiements de Nicole, Jacques mêlant ses éclats de rire aux aboiements de Nicole et aux cris de l'hôtesse, et le maître de Jacques ouvrant sa tabatière, reniflant sa prise de tabac et ne pouvant s'empêcher de rire. Voilà toute l'hôtellerie en tumulte. Nanon, Nanon, vite, vite, apportez la bouteille à l'eau de vie. Ma pauvre Nicole est morte. Démaillotez-la. Que vous êtes gauche. Je fais de mon mieux. Comme elle crie. Ôtez-vous de là, laissez-moi faire, elle est morte. Ris bien, grand Nigaud. Il y a en effet de quoi rire. Ma pauvre Nicole est morte. Non, madame, non. Je crois qu'elle n'en reviendra. La voilà qui remue. Et Nanon de frotter d'eau de vie le nez de la chienne et de lui en faire avaler, et l'hôtesse de se lamenter, de se déchaîner contre les valets impertinents, et Nanon de dire « Tenez, madame, allez, ouvre les yeux. La voilà qui vous regarde. La pauvre bête, comme cela parle, qui n'en serait touchée. Madame, caressez-la donc un peu. Répondez-lui donc quelque chose. » « Viens, ma pauvre Nicole, crie mon enfant, crie. Si cela peut te soulager, il y a un sort pour les bêtes comme pour les gens. Il envoie le bonheur à des fainéants hargneux, braillards et gourmands, le malheur à une autre, qui sera la meilleure créature du monde. Madame a bien raison. Il n'y a point de justice ici-bas. Taisez-vous, remaillotez-la, portez-la sous mon oreiller, et songez qu'au moindre cri qu'elle fera, je m'en prends à vous. Viens, pauvre bête, que je t'embrasse encore une fois avant qu'on t'emporte. Approchez-la donc, sotte que vous êtes. Ces chiens, cela est si bon. Cela vaut mieux. Que père, mère, frère, sœur, enfant, valet, époux. Mais oui, ne pensez pas à rire. Cela est innocent. Cela vous est fidèle. Cela vous fait jamais de mal au lieu que le reste. Vive les chiens! Il n'y a rien de plus parfait que sous le ciel. S'il y a quelque chose de plus parfait, du moins, ce n'est pas l'homme. Je voudrais bien que vous connussiez celui du meunier. C'est l'amoureux de ma Nicole. S'il n'y en a pas un parmi vous, tout tant que vous êtes, qu'il ne fit rougir de honte, il vient dès la pointe du jour de plus d'une lieue. Il se plante devant cette fenêtre. Ce sont des soupirs, et des soupirs à faire pitié. Quelque temps qu'il fasse, il reste. La pluie lui tombe sur le corps, son corps s'enfonce dans le sable. À peine lui voit-on les oreilles et le bout du nez. En feriez-vous autant pour la femme que vous aimeriez le plus? Cela est très galant. Mais aussi, où est la femme aussi digne de ses soins que votre Nicole? La passion de l'hôtesse
pour les bêtes n'était pourtant pas sa passion dominante, comme on pourrait l'imaginer. C'était celle de parler. Plus on avait de plaisir et de patience à l'écouter, plus on avait de mérite. Aussi ne se fit-elle pas prier pour reprendre l'histoire interrompue du mariage singulier. Elle y mit seulement pour condition que Jacques se tairait. Le maître promit du silence pour Jacques. Jacques s'étala nonchalamment dans un coin, les yeux fermés, son bonnet renfoncé sur ses oreilles et le dos à demi tourné à l'hôtesse. Le maître toussa, cracha, se moucha, tira sa montre. Vit l'heure qu'il était, tira sa tabatière, frappa sur le couvercle, prit sa prise de tabac, et l'hôtesse se mit en devoir de goûter le plaisir délicieux de pérorer. L'hôtesse allait débuter lorsqu'elle entendit sa chienne crier « Nanon, voyez donc à cette pauvre bête. Cela me trouble. Je ne sais plus où j'en étais. » « Vous n'avez encore rien dit. Ces deux hommes avec lesquels j'étais en querelle pour ma pauvre Nicole, lorsque vous êtes arrivés, monsieur, dites messieurs. Et pourquoi ? C'est qu'on nous a traités jusqu'à présent avec cette politesse et que j'y suis fait. Mon maître m'appelle Jacques, les autres m'appellent Monsieur Jacques. Je ne vous appelle ni Jacques, ni Monsieur Jacques, je ne vous parle pas. Madame, souper qu'il avait arrangé... Oups, je crois que j'ai... Je crois que j'ai loupé une page. Voilà, on y va. Madame, qu'est-ce ? La carte du numéro 5. Voyez sur le coin de la cheminée. Ces deux hommes sont bons gentilshommes. Ils viennent de Paris et s'en vont à la terre du plus âgé. Qui c'est cela ? Eux, qu'ils le disent. Belle raison. Le maître fit un signe à l'hôtesse, sur lequel elle comprit que Jacques avait la cervelle embrouillée. L'hôtesse répondit au signe du maître par un mouvement compatissant des épaules et ajouta « À son âge, cela est très fâcheux. Très fâcheux de ne savoir jamais où l'on va. Le plus âgé des deux s'appelle le marquis des Arcis. C'était un homme de plaisir, très aimable, croyant peu à la vertu des femmes. Il avait raison. Monsieur Jacques, vous m'interrompez ? Madame l'hôtesse du Grand Cerf, je ne vous parle pas. Monsieur le marquis en trouva pourtant une assez bizarre pour lui tenir rigueur. Elle s'appelait Madame de la Pommeraye. C'était une veuve qui avait des mœurs, de la naissance, de la fortune et de la hauteur. Monsieur des Arcis rompit avec toutes ses connaissances, s'attacha uniquement à Madame de la Pommeraye, lui fit sa cour avec la plus grande assiduité, tâcha par tous les sacrifices imaginables de lui prouver qu'il l'aimait, lui proposa même de l'épouser. Mais cette femme avait été si malheureuse avec un premier mari qu'elle... Madame, qu'est-ce ? La clé du coffre à l'avoine ? Voyez au clou, et si elle n'y est pas, voyez au coffre. Qu'elle aurait mieux aimé s'exposer à toutes sortes de malheurs qu'au danger d'un second mariage. Ah, si cela avait été écrit là-haut. Cette femme vivait très retirée. Le marquis était un ancien ami de son mari. Elle l'avait reçu, et elle continuait de le recevoir. Si on lui pardonnait son goût efféminé pour la galanterie, c'était ce qu'on appelle un homme d'honneur. La poursuite constante du marquis, secondée de ses qualités personnelles, de sa jeunesse, de sa figure, de ses apparences, de la passion la plus vraie, de la solitude, du penchant à la tendresse, en un mot, de tout ce qui nous livre à la séduction des hommes. Madame, qu'est-ce ? C'est le courrier. Mettez-le là, à la chambre verte, et servez-vous à l'ordinaire. Eut son effet de Madame de la Pommeraye, après avoir lutté plusieurs mois contre le marquis, contre elle-même, exigé selon l'usage les serments les plus solennels, rendit d'où ils avaient pu conserver pour sa maîtresse les sentiments qu'ils avaient jurés et qu'on avait pour lui. Tenez, monsieur, il y a que les femmes qui sachent aimer,
les hommes qui n'entendent rien. Madame, qu'est-ce? Les frères quêteurs. Donnez-lui 12 sous pour ces messieurs qui sont ici. 6 sous pour moi et qu'ils aillent dans les autres chambres. Au bout de quelques années, le marquis commença à trouver la vie de Madame de la Pommeraye trop unie. Il lui proposa de se répandre dans la société et il y consentit à recevoir quelques femmes et à quelques hommes. Et elle y consentit à avoir un dîner-souper et elle y consentit. Peu à peu, il passa 1 jour, 2 jours sans la voir. Peu à peu, il manqua au dîner-souper qu'ils avaient arrangé. Peu à peu, il ébrégea ses visites. Et il eut des affaires qui l'appelaient. Lorsqu'il arrivait, il disait un mot, s'étalait dans un fauteuil, prenait une brochure, la jetait, parlait à son chien ou s'endormait. Le soir, sa santé, qui devenait misérable, voulait qu'il se retirât de bonne heure. C'était l'avis de Tronchin. C'est un grand homme que Tronchin. Ma foi, je ne doute pas qu'il ne tire d'affaire notre ami dont les autres désespéraient. Et tout en parlant ainsi, il prenait sa canne et son chapeau et s'en allait, oubliant quelquefois de l'embrasser. Madame de la Pommeraye. Madame, qu'est-ce? Le tonnelier. Qu'il descende à la cave et qu'il visite les 2 pièces de vin. Madame de la Pommeraye pressentit qu'elle n'était plus aimée. Il fallut s'en assurer. Et voici comment elle s'y prit. Madame, j'y vais, j'y vais. L'hôtesse, fatiguée de ces interruptions, descendit et prit apparemment les moyens de les faire cesser. Un jour, après dîner, elle dit au marquis, « Mon ami, vous rêvez. Vous rêvez aussi, marquise. Il est vrai, et même assez tristement. Qu'avez-vous? Rien. Cela n'est pas vrai. Allons, marquise, dit-il en bâillant, racontez-moi cela. Cela vous désennuiera, et moi, et moi. Est-ce que vous vous ennuyez? Non, c'est qu'il y a des jours où l'on s'ennuie. Vous vous trompez, mon ami. Je vous jure que vous vous trompez. C'est qu'en effet, il y a des jours où on ne sait à quoi cela tient. Mon ami, il y a longtemps que je suis tentée de vous faire une confidence, mais je crains que vous affligez. Vous pourriez m'affliger, vous? Peut-être, mais le ciel m'est témoin de mon innocence. Madame, 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 pour qui et pourquoi que ce soit, je vous ai défendu de m'appeler. Appelez mon mari, il est absent. Messieurs, je vous demande pardon. Je suis à vous dans un moment. Voilà l'hôtesse descendue, remontée et reprenant son récit. Cela s'est fait sans mon consentement, à mon insu, par une malédiction à laquelle toute l'espèce humaine est apparemment assujettie, puisque moi-même, je n'y ai pas échappé. Ah, c'est de vous? Et avoir peur? De quoi s'agit-il? Marquis, il s'agit, je suis désolé. Je vais vous désoler. Et tout bien considéré, il vaut mieux que je me taise. Non, mon ami, parlez. Auriez-vous, au fond de votre cœur, un secret pour moi? La première de nos conventions ne fut-elle pas que nos âmes s'ouvraient l'une à l'autre sans réserve? Il est vrai. Et voilà ce qui me pèse. C'est un reproche qui met le comble et un beaucoup plus important que je me fais. Est-ce que vous ne vous apercevez pas que je n'ai plus la même gaieté? J'ai perdu l'appétit. Je ne bois et je ne mange que par raison. Je ne saurais dormir. Nos sociétés les plus intimes me déplaisent. La nuit, je m'interroge et je me dis, est-ce qu'il est moins aimable? Non. Auriez-vous à lui reprocher quelque liaison suspecte? Non. Est-ce que sa tendresse, pour vous, est diminuée? Non. Pourquoi votre ami étant le même, votre cœur est-il donc changé? Car il l'est. Vous ne pouvez vous le cacher. Vous ne l'attendez plus avec la même impatience. Vous n'avez plus le même plaisir à le voir.
cette inquiétude quand il tardait à revenir, cette douce émotion au bruit de sa voiture, quand on l'annonçait, quand il paraissait. Vous ne l'éprouvez plus. Comment, madame ? Alors la marquise de la Pommeraye se couvrit les yeux de ses mains, pencha la tête et se tut un moment, après lesquels elle ajouta : « Marquis, je me suis attendue à tout votre étonnement, à toutes les choses amères que vous m'allez dire. Marquis, épargnez-moi. Ne m'épargnez pas, dites-les-moi. Je les écouterai avec résignation, parce que je les mérite. Oui, mon cher marquis, il est vrai. Oui, je suis. Mais n'est-ce pas un assez grand malheur que la chose soit arrivée ? Sans y ajouter encore la honte, le mépris d'être fausse, en vous les dissimulant. Vous êtes le même, mais votre ami est changé. Votre ami vous révère, vous estime autant et plus que jamais. Mais une femme accoutumée, comme elle l'a examiné de près ce qui se passe dans les replis les plus secrets de son âme, et à ne s'en imposer sur rien, ne peut se cacher de l'amour que l'amour en est sorti. La découverte est affreuse, mais elle n'y en est pas moins réelle. Et voici, c'est ici que s'achève cette édition de Voyage au bout de la nuit en compagnie de Diderot, Jacques le fataliste et son maître. J'attends vos messages, vos petits coucous ou alors vos histoires sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très bonne nuit et vous dis à très vite. Bye bye.